le diabète est défini par un taux de sucre dans le sang beaucoup trop élevé. On parle de glycémie et on parle d'hyperglycémie lorsque le taux de sucre est trop augmenté. On définit le diabète avec des chiffres, puisque le chiffre de diabète, c'est 1,26 g de glycémie à jeun. Et lorsqu'on a ce taux supérieur à 1,26 g, on parle de diabète. Ou alors, à n'importe quel moment de la journée, si on trouve un taux de glycémie à 2 grammes par litre, on définit également l'existence d'un diabète. Alors la seule façon de savoir comment on a du diabète, c'est de faire une prise de sang ou éventuellement un dépistage sur les glycémies capillaires, ce qu'on appelle les lecteurs de glycémie. On fait un petit prélèvement au niveau du doigt, mais il faut absolument vérifier ce taux par d'un prélèvement au laboratoire. Chez un sujet normal, après un repas, il y a une sécrétion d'insuline en regard du repas absorbé. Et chez nos sujets diabétiques, il y a une diminution ou de la sécrétion ou de l'action de l'insuline. Alors essentiellement, il y a deux types de diabète. Il y a le diabète dit de type 1, qui est le diabète qui représente environ 10% de l'ensemble des diabétiques. C'est celui qu'on a appelé le diabète insulinodépendant ou diabète du sujet maigre, du sujet jeune. Et puis la grande majorité des diabètes sont des diabètes dits de type 2, anciennement appelés diabète non insulinodépendant. C'est le diabète qui survient plus tard dans la vie, chez les sujets plutôt en surpoids. Mais on voit de plus en plus de sujets jeunes du fait de l'obésité qui atteint les sujets maintenant très jeunes. Le diabète de type 2, c'est un diabète beaucoup plus silencieux, qui est sournois, et qui est découvert quelques années après la montée de la glycémie. Et c'est un diabète qui va être découvert sur un bilan systématique ou malheureusement quelquefois lors d'une complication comme un infarctus. Il y a plusieurs facteurs qui vont concourir à l'apparition de ce diabète. Tout d'abord des facteurs génétiques. C'est indiscutable, il y a une lourde hérédité dans le diabète de type 2. En effet, quand on a un parent qui a un diabétique, on a un risque de transmission d'environ 40%. Quand les deux parents sont diabétiques de type 2, le risque est de 70% de transmission de cette maladie. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui vont concourir à l'apparition du diabète, comme l'obésité, la surcharge pondérale et la réduction de l'activité physique, la sédentarité, qui concourent donc à l'apparition du diabète de type 2. Il y a en fait deux mécanismes qui vont faire apparaître ce diabète. D'une part, il faut savoir que le pancréas sécrète de l'insuline et d'autre part que l'insuline agit sur les tissus périphériques pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Dans le diabète de type 2, il y a au début un phénomène où l'insuline ne marche pas. On appelle ça une insulinorésistance. Puis progressivement, il va y avoir une diminution de la sécrétion du pancréas d'insuline. Donc on parle d'insulinopénie. Il n'y a pas assez d'insuline et l'hyperglycémie augmente. Alors le diabète est une maladie qui va atteindre surtout les vaisseaux, aussi bien les petits vaisseaux, en particulier au niveau de la rétine. Ce diabète est responsable d'une rétinopathie diabétique qui est une des premières causes de cécité dans nos pays développés. Au niveau du rein, l'atteinte rénale commence par l'apparition d'une microalbuminurie qui va conduire progressivement à une insuffisance rénale. Le diabète est une des premières causes de dialyse dans nos pays également développés. L'altération de ces différents vaisseaux va entraîner des complications qui peuvent être relativement graves, comme les accidents vasculaires cérébraux, les accidents cardiaques avec l'infarctus, les accidents au niveau périphérique des artères des membres inférieurs et malheureusement quelquefois conduire à des amputations. Il existe des traitements pour le diabète. Le diabète de type 1, il y a un seul traitement, c'est l'insuline. Pour le diabète de type 2, il y a beaucoup de traitements qui sont possibles, en particulier l'amélioration de l'équilibre alimentaire, le développement d'une activité physique régulière et puis de différents comprimés, des antidiabétiques oraux. Mais progressivement, il faut savoir que cette maladie peut amenuiser la sécrétion d'insuline et faire appel en fin de maladie à un traitement par insuline. Une enquête nationale a montré que l'obésité en Limousin avait une prévalence de 17%, alors qu'au niveau national, elle est de 15%.
40% des patients hospitalisés dans le centre sont diabétiques. Ils entrent dans une démarche d'éducation thérapeutique. On pense que l'obésité, c'est une maladie du comportement alimentaire, du comportement dans le cadre de l'activité physique, du comportement dans la vie de tous les jours. Et nous travaillons avec notre équipe multidisciplinaire sur ce changement de comportement. On propose des activités de faible intensité, de la gymnastique douce, de la marche nordique, de la balnéothérapie. On ne parle pas de sport, on parle d'activité physique. Le plus important, c'est la régularité. Tout au cours du séjour, on s'oriente vers la recherche du plaisir. Plaisir à bouger, plaisir à manger. Ce plaisir à manger passe par la confection de plats appétissants à tous nos sens. Passe par des ateliers de culinothérapie où les patients en groupe confectionnent soit un plat, soit un repas. Ensuite, ils partagent le plat, ils partagent le repas. Ils réinvestissent ainsi tout un plaisir qu'ils avaient perdu dans l'acte alimentaire. Ces mesures-là sont le premier traitement du diabète et sont bien plus efficaces que tous les traitements médicamenteux, même associés. Le syndrome métabolique est un désordre d'ordre général qui associe des anomalies d'assimilation des glucides, des lipides et de la sécrétion d'insuline. Le syndrome métabolique est affirmé si au moins 3 des critères suivants sont présents chez un même sujet. Un taux de sucre ou une glycémie supérieure à 1 g ou un diabète déjà traité, un tour de taille supérieur à 94 cm chez l'homme ou 80 cm chez la femme, ce qui correspond globalement à une taille pantalon de 48 pour l'homme ou supérieure à 40 chez la femme. Une tension artérielle supérieure à 130/85 ou déjà traitée, un taux de triglycérides supérieur à 1,50 g. En France, les études épidémiologiques ont montré que le syndrome métabolique était présent globalement chez 22% des hommes et 18,5% des femmes. Les études ont montré un lien franc entre la présence du syndrome métabolique et de l'obésité abdominale et le risque de diabète qui, dans ce cas-là, se trouve multiplié par un facteur 5. La prise en charge du syndrome métabolique passe avant tout par la prise en charge du surpoids ou de l'obésité. Il existe à Brive une association qui s'appelle Obésité 19 qui aide à l'accompagnement des sujets en surpoids ou en obésité. La mission pour le clinicien est d'informer le patient à risque de diabète de type 2 lorsqu'il présente un syndrome métabolique. Il pourra peut-être ainsi éviter d'être diabétique un jour et à plus long terme éviter certaines maladies cardiovasculaires. Nous sommes dans un village rural avec une population très âgée et de ce fait-là, nous rencontrons le diabète, les diabétiques très souvent. C'est une des pathologies les plus courantes de notre clientèle. Lorsqu'un client souhaite un dépistage, c'est très facile. On va derrière, il y a une salle réservée à cet usage et avec un petit appareil, on prend une goutte de sang, on le met sur une bandelette et on a aussitôt la glycémie. C'est indolore et c'est rapide. Et ça marche très bien. Et c'est vraiment la première chose à faire lorsqu'on a un doute sur le diabète. Lorsqu'on a un dépistage positif, nous envoyons le client à son médecin. Et c'est là que le pharmacien a un rôle important dans la mise en place du traitement pour qu'il y ait un suivi régulier. Et donc là, au comptoir, nous sommes présents pour apporter des conseils au moment de la prise du médicament, pour le suivi au niveau des exercices physiques, l'alimentation, tout ça. Et là, nous apportons un conseil personnalisé aux patients. Alors, le diabète gestationnel est un diabète qui n'existe que pendant la grossesse, comme son nom l'indique. Il touche 4 à 6% des jeunes femmes et doit être surveillé parce qu'il expose à des risques pendant la grossesse, pendant l'accouchement et plus tard dans la vie de cette jeune femme. La prévention est importante et capitale et même la seule façon d'essayer d'éviter ce diabète de type 2 ou tout au moins de le retarder, c'est d'avoir une activité physique régulière
et une alimentation équilibrée, correcte et adaptée à la jeune femme. Le projet Diabgest, ici en Limousin, est un projet qui existe depuis près de 3 ans. Il s'agit, dès que les jeunes femmes sont averties d'un diabète gestationnel, de les recevoir, de leur expliquer ce que c'est que ce diabète gestationnel, quelle alimentation elles doivent mettre en place, quelle activité physique elles doivent mettre en place, parce qu'il est possible d'avoir une activité physique pendant une grossesse, avec des précautions, mais c'est tout à fait possible jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'accouchement. Et ensuite, dès qu'elles ont accouché, nous les recevons à nouveau dans des ateliers pendant lesquels on réexplique ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. On leur indique aussi qu'il faut faire une activité physique que l'on peut élargir, qui doit respecter leur goût. Et nous continuons ensuite à avoir un suivi téléphonique avec elles pour qu'elles continuent à suivre et à respecter les objectifs qu'elles s'étaient fixés. Je suis diabétologue à l'hôpital à Limoges et je m'occupe également d'un réseau de soins pour diabétiques dans le Limousin qui s'appelle le réseau Diab-Lim. Diab comme diabète et Lim comme Limousin. On essaye de faire des ateliers d'activités physiques pratiques, c'est-à-dire qu'on travaille avec des éducateurs sportifs, on travaille avec une infirmière spécialisée dans le diabète pour accompagner les patients à faire l'activité, avoir le bénéfice sur le taux de sucre avant, après l'activité et du coup à les aider dans leur prise en charge au quotidien, savoir jusqu'où ils peuvent aller, comment se resucrer s'il y a besoin d'un resucrage, comment adapter le traitement s'il y a besoin d'adapter le traitement. Donc c'est vraiment diverses activités, que ce soit la marche, la randonnée avec bâton, la gymnastique douce, le tai chi, la natation. On essaye de varier les propositions, mais toujours d'avoir un encadrement mixte, éducateur sportif et infirmière spécialisée, tout ça dans une ambiance, dans des lieux comme ici, au sein d'un club de tennis où n'importe qui peut venir s'entraîner, diabétique ou pas. C'est très simple, en fait, on a des petits dépliants que vous pouvez télécharger sur internet ou demander à votre médecin, à votre praticien. Vous avez un feuillet à remplir par vous-même en tant que patient, comme quoi vous souhaitez adhérer au réseau, et un feuillet à remplir par votre médecin référent, donc votre médecin traitant, comme quoi il est d'accord que vous adhériez au réseau. Et à ce moment-là, une infirmière vient discuter avec vous, vient vous proposer les actions du réseau et en particulier les actions d'activité physique. Et si vous le souhaitez, on vous propose sur une durée de 3 mois, de 6 mois, des activités variées à peu près hebdomadaires. L'intérêt vraiment de cette prise en charge, c'est de la continuer régulièrement. Pour ça, il faut qu'ils y trouvent un plaisir. Et à terme, ils vont être contents de voir que leur diabète est bien équilibré et leur traitement peut être parfois parallèle, diminué si l'exercice est fait régulièrement. Le but premier de cette association, c'était de regrouper des patients diabétiques et de leur apporter une information qu'ils ne trouvent pas toujours ou de façon incomplète dans les milieux médicaux. On souhaite que les patients, et tout le public d'ailleurs, apprennent ou réapprennent plus exactement à s'alimenter correctement. Comme fil conducteur, on a repris les familles alimentaires, on a créé des panneaux style celui-là pour chaque famille où on rappelle les principaux constituants de chaque famille. On a exposé des aliments que l'on consomme couramment, par exemple un beignet comme ça. On l'a pesé et on sait que pour ce beignet-là, ça amène tant de sucre et tant de beurre. Nous, on espère que tout public, en fait, pas seulement les diabétiques, vont bien ancrer ce qu'on leur fait voir et vont essayer d'améliorer les repas. On espère peut-être qu'il y en aura parmi eux qui retarderont l'apparition d'un diabète, s'ils font un peu plus attention à ce qu'ils mangent. J'espère que ce film apportera à chacun les réponses aux questions que l'on peut se poser sur le diabète de type 2. On a vu par des moyens relativement simples qu'il était possible de limiter la progression du diabète ou éventuellement d'en retarder l'apparition. On connaît parfaitement aujourd'hui les facteurs de risque du diabète que sont les antécédents familiaux, l'obésité, le diabète gestationnel. S'ils sont pris en charge précocement, les patients gagneront en qualité de vie. Les associations de patients, les soignants, les institutions hospitalières, les pharmaciens, les réseaux possèdent des outils de qualité pour nous aider à améliorer notre hygiène de vie. Rendons-les accessibles à tous. Alors le diabète, surtout le diabète de type 2, c'est une des plus grandes épidémies mondiales, puisque actuellement en 2014, nous sommes aux alentours de 380 millions de diabétiques dans le monde,
Les prévisions en 2035 avoisinent les 600 millions de diabètes, dont près de la moitié sont peu diagnostiqués, sous-diagnostiqués. D'où l'importance d'un dépistage et d'où l'importance de réfléchir à la progression de cette maladie, le diabète de type 2. On peut ralentir sa progression, on peut la prévenir et c'était un des objectifs de la réalisation de ce film.